De retour sur ce plateau, je vais maintenant vous présenter notre coach du jour, Madame Conan-Hortense est coach de couple. Bienvenue à La Vie Autrement. Merci Lola, vous êtes très bien habillée. Oula, merci beaucoup, hein. Merci, oui, je fais comme vous. Oui, comme une bonne femme africaine qu'elle est derrière déjà. Merci Boukari. Alors, on n'est pas là pour parler de moi, mais plutôt du coach. Elle est fondatrice d'une entreprise qui fait des merveilles. Vous pouvez nous la présenter? Ok, c'est l'Institut Trinité Couple et Famille. J'aide les célibataires à trouver un conjoint et j'aide les couples à réussir leur mariage. D'accord, il faut le rappeler, coach est marié, mère de 4 enfants, n'est-ce pas? Oui. Alors, pouvez-vous nous dire depuis quand vous avez eu, enfin, du moins, à quel moment vous avez eu cette idée de créer Trinité Famille et Couple? Depuis 2013, j'ai fait un constat, j'ai vu qu'il y a beaucoup de célibataires qui ne sont pas mariés, ils ne savent pas comment trouver un conjoint. Et aussi, j'ai fait un constat, j'ai vu qu'il y a beaucoup de couples qui divorcent. Il y a beaucoup de couples qui ne sont pas accompagnés, qui traversent des difficultés dans leur foyer. Et c'est au vu de ça que j'ai mis en place l'Institut Trinité Couple et Famille. Effectivement, de nombreux couples traversent des moments très difficiles et je pense qu'il n'y a rien de plus difficile que de la violence. Nous sommes là pour parler de la violence, on a vu dans le reportage. Le monsieur est visiblement battu. Boukari, tu en penses quoi? Moi, ce qui m'a choqué, c'est la dame même qui porte la main. Bon, enfin, quand une dame porte la main à un homme, si ce n'est pas que l'homme là aussi, bon, enfin, par amour, on sent qu'il aime sa femme, sinon il serait parti depuis, parce que ce n'est pas la première fois. C'est une situation qu'il faut juste combattre. Hein, pour la femme, je dirais même pour la femme, bon, pour la femme là, je ne dis pas que c'est bon, voilà. mais c'est un peu bon que pour l'homme même. L'homme qui est bafoulé. Les deux quand même, c'est pas bon. Non, merci, tu as frappé ton mari. Mais regarde au dehors. Mais tu ne peux pas frapper ton mari, tu ne peux pas non plus aussi frapper ta femme. Non, tu ne frappes pas ta femme. Mais je dis, bon, dans tous les cas, là, il y a un qui est un peu bon. Non, les deux cas ne sont pas du tout bons. Exactement. Oui, les deux cas ne sont pas bons. Mais dans tous les cas là, quand les deux cas ne sont pas bons, il y a un mais. Il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. Alors là, nous sommes en plein dans les stéréotypes. En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a tendance à être habitué à voir la femme battue. Et donc aujourd'hui, on finit par se dire que c'est normal ou c'est acceptable de voir les femmes battues. Non, c'est pas bon. Coach, est-ce que vous avez des fois des femmes qui viennent à votre cabinet pour parler de ce genre de situation, donc de la violence conjugale? Il y a tout dernièrement, ça peut faire 2 semaines, j'ai reçu une dame qui a été battue et nous avons échangé. Elle m'a dit qu'elle a déménagé, elle est allée à Bassam. Mais malgré qu'elle est partie à Bassam, son mari s'est renseigné et il est revenu la voir. Et donc aujourd'hui, elle me disait qu'elle allait à la police, croiser la police et tout ça. Et donc actuellement, nous sommes en train de faire un suivi pour ne pas que son mari retourne encore la battre. Ce qui me dérange dans tout ça, c'est qu'on a 2 attitudes très différentes. Hein. Quand on parle des hommes battus, ça fait sourire. On se dit, est-ce que l'homme là, c'est un homme fort et tout ça, et comment est-ce qu'il peut se faire frapper et tout. Et puis quand on pense à la femme, on se dit automatiquement, elle a fait quelque chose. Ça, c'est souvent les réflexes. On dit, la dame dit, j'ai été battue, on lui demande, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai pas été obéissante à mon mari. Voilà. Ou bien, je n'ai pas préparé le repas à temps. C'est ce que les gens se disent, que tu as forcément fait quelque chose. Ou bien je dis, je ne dors pas avec lui. Voilà, les gens se disent que... J'ai refusé d'avoir des rapports sexuels avec mon mari. Les gens se disent... Je ne dors pas même. Les gens se disent toujours, il y a une raison pour mériter cela quand il s'agit d'une femme. Et quand il s'agit d'un homme, on se dit, mais ça, c'est un faible. Mais la violence, c'est la violence, point barre. Pourquoi est-ce qu'on a ce rapport? Est-ce que c'est culturel, coach? Je prends le cas de la dame que j'ai reçue. Très bien. Qui a été battue par son mari. Et lorsque je l'ai écoutée, elle me disait que son mari, quand il était enfant, son papa frappait sa maman. Et donc, il a grandi avec ça. Pour le monsieur, c'est normal. Il pense que c'est comme ça qu'il faut traiter une femme. Et donc, il a reproduit ça dans son foyer. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas bien de développer ces comportements-là dans les foyers. Parce qu'après, la personne à l'âge adulte peut reproduire, que ce soit un homme ou une femme, cette violence-là cultivée dans le couple peut poursuivre la personne dans sa vie d'adulte et de couple. Aujourd'hui, quand on observe tout cela, il y a plusieurs phénomènes. Certaines personnes aussi disent que la personne battue est souvent dépendante financièrement. Moi, je dirais même ce qui fait ça, c'est la
la communication. Quand la communication n'est pas... Bon, enfin, on dit deux personnes qui se mettent ensemble, là, c'est parce qu'ils sont d'accord, d'un commun accord. Déjà, quand tu pars avec une femme, si elle est convaincue, tu l'as convaincue, c'est là qu'elle devient ta femme, ou bien ta copine, ou bien ta chérie. Mais tu ne te lèves pas comme ça la brutaliser. Quand tu la brutalises, c'est qu'il y a eu viol. Mais c'est après que tout cela soit fait, on est ensemble. Il y a forcément quelque chose qui va déclencher ça, c'est la communication. Même si elle te surprend avec une autre femme, il faut savoir lui parler. Il faut savoir parler à ta femme ou bien à ton homme. Une femme doit être douce, docile, accueillante. Tu vois, quand ton mari arrive, il faut pouvoir le cueillir, même le faire asseoir. Défaire son lacet et lui masser même le pied, mettre son eau sur la table, c'est dire la journée a été comment? C'était difficile. Est-ce que ton patron n'a pas crié sur toi? Oh les pauvres, éponger son figure. D'accord. Et ça, oui. Boukari, par exemple, cette dame que je coach actuellement, elle est cadre, mais son mari là-bas. Et elle est peut-être douce, voilà, elle fait tout ça, mais là-bas. Elle est cadre, elle est cadre en entreprise, elle a les moyens. C'est cadre que je comprends là ou bien mais son mari là-bas, et son mari même ne travaille pas. Madame, excusez, son mari même ne travaille pas. Il n'y a pas de schéma type. Madame, excusez, c'est cadre que je comprends là ou bien c'est... Non. Parce que cadre il y a cadre de pote. Non, c'est pas cadre de pote. Elle travaille si tu veux. Et elle a un poste, elle est boss. Oui, elle a un poste de responsabilité dans une entreprise. En fait, ce qu'on essaie de te dire, Boukari, c'est que je suis en train de son mari même ne travaille pas. Au-delà de ça, ce que nous on essaie de te dire, Boukari, c'est que quand bien même la dame, elle a plus d'argent, moins d'argent, intelligente, pas intelligente, elle caresse les pieds, elle caresse pas les pieds, personne ne mérite de se vous faites ça en refrain, quoi. Oui. Il doit laisser ses mouvements. Intelligente, pas intelligente. Cadre, pas cadre. Et comme on fait ça si bien à deux, nous allons inviter une troisième femme sur ce plateau. Elle a vécu la violence conjugale en direct. On démarre sans plus attendre la rubrique des investigations. Notre invitée est sur ce plateau. Il s'agit de Madame Monet Estelle. Madame Monet, bienvenue à La Vie Autrement. Merci Lola. Merci d'avoir répondu oui à notre invitation. Nous sommes heureux de vous avoir parce que vous allez nous partager une partie de votre vie en témoignage. Et elle est très belle, la dame. Oui. Et je l'appelle qu'elle a 8 enfants. Oui, la dame est maman de ses enfants. Oui. Merci beaucoup. Tu vois, quand on parle des femmes, il y a un groupe de... Mais non, on suit ton exemple. Hein. Tu encourageais Madame Monet qui va raconter son histoire. Elle a été victime de violences conjugales et elle a accepté de témoigner à visage découvert. Recevez chez vous notre invité, mais surtout le premier élément. On regarde en image. Concernant la violence conjugale, de mon avis, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas du tout une bonne chose. Le fait qu'il n'y a aucun intérêt à battre une femme, quel que soit le motif. Donc moi, vraiment, je n'apprécie pas ça, je ne suis pas pour. J'ai horreur des hommes qui battent leurs femmes parce que la femme est un être précieux que Dieu a créé et Dieu l'a mise à côté d'eux pour les aider. C'est une aide, une compagne et ils se mettent à la battre et ce n'est pas normal. Donc j'appelle la société d'Abidjan, j'interpelle tous ceux qui sont dans leur foyer, les hommes, d'arrêter de battre leurs femmes. La communication est très importante que les palabres et les querelles et souvent la violence. La violence conjugale n'est pas quelque chose à encourager. Voilà, ce sont des faits qui peuvent arriver. Voilà, ça doit être comme des situations peut-être passagères qui peuvent arriver, mais pas quelque chose à encourager, pas quelque chose à instruire ou bien à introduire dans un enseignement quelconque. Quand on dit violence conjugale, ça peut aller au-delà de monsieur et madame. Voilà, ça peut s'élargir jusqu'aux enfants et même les parents. Ça peut faire même intervenir les parents des deux familles, tout et tout, mettre en conflit. C'est-à-dire au-delà de vous deux, monsieur et madame, ça devient un palabre et tout. Donc je pense que pour éviter ce genre de conflits et autres là, et puis pour des foyers vraiment paisibles et pour des enfants qui devront grandir vraiment dans de bons thèmes et puis en toute sagesse, je pense que la violence conjugale, qu'elle vienne de monsieur ou de madame, parce que vous, aujourd'hui, là, on est dans un monde où on dit qu'il y a émancipation, donc il y a des femmes aussi qui sont violentes à la maison envers leurs hommes. Hein.
Voilà, donc ne prenez pas seulement dans le sens où, quand on dit violence conjugale nette, on voit monsieur en train de tabasser madame. Sinon, il y a des dames qui sont très nerveuses aussi. Voilà, donc je pense que le message s'adresse à tous les deux gens. Je pense que chacun doit essayer d'être un peu plus sage. Au-delà de la relation conjugale même, la violence en tant que telle est à bannir. Voilà, dans la société, je pense qu'on a besoin d'harmonie, on a besoin de paix, on a besoin de joie. Donc je pense que si à mon humble avis, je suis contre la violence conjugale. Bon, les hommes qui frappent les femmes, c'est pas normal. Ils n'ont qu'à arrêter. Les femmes, c'est les mamans des hommes. Nous sommes des mamans des garçons, donc en respect pour nous, frapper les femmes, c'est pas normal, ils n'ont qu'à arrêter. Nous avons recueilli l'avis de la rue. Maintenant, je vais recueillir l'avis du plateau. Coach, qu'est-ce que vous en pensez des violences conjugales? Ça empêche l'autre d'avancer dans la vie. D'accord? Et cette femme, ces personnes qui se sentent battues, elles se sentent humiliées. Et je pense que Dieu a créé la femme pour être une compagne pour l'homme. Certaines personnes diront que la femme est la dernière des choses que Dieu a créées. Dieu a pris son temps pour façonner la femme. Et donc, pourquoi un homme peut battre une femme? Non, je suis désolée avec ça. Un homme ne peut pas battre une femme. La femme est celle qui accompagne l'homme. La femme est celle qui épaule l'homme. Et donc, s'il y a une histoire dans un foyer, c'est de s'asseoir, dialoguer pour s'entendre. Au lieu de battre la femme, je pense que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Une personne dans le micro-trottoir l'a également dit. Boukari, qu'est-ce que tu dis? Ça ne vaut pas la peine de porter main à celle qu'on aime. Oui. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vraiment, je suis contre ça et je défends ça avec la dernière énergie parce que vraiment, c'est de dévaloriser la femme. Et puis, il faut savoir que la femme même, c'est la moitié de l'homme. Et donc, quand tu bats la femme, c'est comme si toi, l'homme, tu te battais. C'est une belle image hein, qu'il faut rappeler justement aux enfants, faire grandir l'enfant en ayant cette image de se dire frapper la femme, c'est comme se frapper soi-même, pour justement changer les idées et amener les gens à se dire que ce n'est pas normal. Nous avons sur ce plateau Madame Monet, comme je l'ai annoncé. Madame Monet, racontez-nous un peu votre histoire. En fait, ce que j'ai vécu, je n'aimerais pas que quiconque vive la même histoire. Parce que ça m'a laissé des séquelles vraiment. Jusqu'à aujourd'hui, je paye le prix. J'ai fait plus de 20 ans dans un ménage où j'étais constamment battue, humiliée, violence, pas forcément... pas uniquement physique. Pas uniquement physique. C'est ça. Psychologique. Puis ils ne nous donnaient pas d'argent pour la nourriture économique. Vraiment, j'étais obligée. Ce sont les gens qui m'aidaient. On a commencé à vivre ensemble. Donc vous n'avez pas été mariée en fait? Non. D'accord. On n'a pas été mariés légalement. Vous viviez en concubinage? Voilà, on n'a pas été mariés légalement. Mais il vous a doté quand même un peu? Oui. Là, il a fait, mais on n'est pas arrivé devant le maire. Quand même. Voilà. Voilà. En quelle année? C'était en 2000. En 2000? En 2000. D'accord. Voilà. Et vous êtes rencontrés en quelle année? On s'est rencontrés en 92. En 92, d'accord. Et vous êtes rencontrés, vous aviez quel âge? Moi, j'avais 15 ans. 15 ans, d'accord. C'est votre amour de jeunesse, d'enfance. Voilà, c'est pourquoi c'était un peu difficile. À chaque fois, on se séparait, il venait me demander pardon. Il arrêtait pour un temps. Ça allait, mais après, il reprenait encore de plus belle. Souvent, il amenait des femmes à la maison. Lui, oui. Quand je vais au cours, quand je reviens, je trouve des femmes là. Souvent, il y a d'autres qui portaient même mes pagnes. Quand je parle, ils me frappent. Devant les femmes? Oui. Et vous avez enduré ça pendant de nombreuses années? Oui. Vous avez eu vos enfants dans ce foyer-là? Non, j'ai eu tous mes enfants là. Lui-même, souvent, il me disait, quand il voit de nouvelles femmes, il me dit non, de partir, il ne veut plus de moi. Après, donc, il revient. Vous deviez quitter la maison pour laisser la place à ces femmes? Voilà. Après, il venait demander pardon. Il a dit qu'il ne va plus recommencer. Mais pendant qu'il était avec les autres femmes, quand quelqu'un s'approche de moi, bon, il n'a pas besoin de savoir si c'est mon ami ou bien quelle que soit la relation. Voilà, il partait faire des histoires. Il rentrait même dans les maisons des gens pour aller les menacer, pour dire que ah, ton fils soit ma femme, tout ça. Pourtant, c'était faux. C'est-à-dire qu'il se faisait des films sur vos relations. Même il faisait exprès. Tu es son ami, par exemple, et que tu prends ma défense,
tu lui dis non, ce que tu fais là, c'est pas bien. Il te garde dans, il te fait des histoires. Il dit non, c'est parce que tu sors avec elle que tu fais ça. Donc vous étiez totalement isolé de vos amis. Voilà, il m'a séparé de tout. C'était tellement truc que tous mes amis même ont eu peur. Voilà, je n'avais pratiquement plus d'amis. Quand je vais à l'école, il partait s'arrêter devant la porte, devant l'école pour m'attendre, pour venir à la maison avec moi. Waouh. Et vous faisiez une formation, c'est ça? Vous étiez à l'université? Oui, j'étais dans une grande école. D'accord. Vous suiviez quelle formation? Je faisais transport logistique à HETEC. Et lui, il avait quelle fonction? Lui, c'était un corps habillé. Donc, depuis l'âge de 15 ans, comme vous l'avez dit, il était toujours corps habillé? Oui, lui, il était... Bon, quand on s'est connus au début, non. Et votre famille dans tout ça? Bon, en fait, au début, la relation, mes parents n'étaient pas d'accord. Donc, quand ça a commencé, il a commencé à faire tout ça. Bon, les gens me disaient, on t'a parlé, t'as pas écouté. C'est ma maman qui me soutenait. C'est elle qui me soutenait. Quand elle revient, c'est un moment, j'en avais tellement marre. J'en avais ma claque. Je n'avais plus de liberté. J'ai tout fait. Donc, à un moment même, j'ai dit que j'étais lâchée de l'acide. J'ai dit, je vais boire. De l'acide? J'ai dit, je vais boire. Et puis, je vais donner aussi de l'acide à mes enfants. Ils vont boire. Et puis, on va mourir, nous tous. Et puis, vous aviez pensé au suicide? Voilà. Puisque, en fait, nous ne donnons même pas d'argent pour manger. Si ma maman ne nous donnait pas l'argent. Donc, arrivé à un moment, maman m'a dit, ma fille, il faut revenir. Viens à la maison. Je suis là, il faut me regarder. Ne le regarde pas. Prends les enfants, viens à la maison. Donc je suis venue, malheureusement pour moi, ma maman est décédée quelques temps plus tard. Donc je n'avais plus d'appui, de soutien. Je n'avais plus de soutien. Mais avant d'aller à l'école, ma fille qui a eu son bac l'année passée, je n'ai pas eu d'argent pour pouvoir l'inscrire. Vous avez jusqu'à 8 enfants, il y a 2 qui ont eu bac, 2 bacheliers dedans, les moyens qui manquent. C'est ça. Que vraiment, c'est difficile. Ma santé. Vous ne travaillez pas aussi? Non, je travaillais, mais à cause de mon état de santé, j'ai perdu mon emploi. Sinon, je travaillais, j'étais au secrétariat dans un garage. Nous allons laisser notre invité se remettre de ses émotions. Le traumatisme est encore perceptible. Nous avons rencontré un psychologue qui nous en parle. On regarde en image. Il faut dire qu'en Afrique, et plus précisément en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas une grande culture de consultation des spécialistes. Donc les cas de prise en charge des victimes de violences conjugales ne sont pas les plus nombreux. Les cas de prise en charge des victimes de violences conjugales sont dans l'ordre de 5% de nos consultations. Nous n'avons jamais reçu de couple dans le cadre de la prise en charge des victimes de violences conjugales. Nous sommes généralement contactés par des proches auxquelles les victimes se confient. Je me rappelle de cette dame qui s'est confiée à sa collègue et c'est cette dernière qui nous a contactés. Cette victime de violences conjugales était dans une telle détresse qu'elle était au bord du suicide. On a dû la référer très rapidement à un psychiatre. Ça l'a mené aussi à plonger dans une dépression qui l'a mené à avoir des idées suicidaires. Nous avons reçu des cas où les sévices corporels, c'est-à-dire les conséquences directes des sévices corporels, c'est-à-dire des blessures, étaient visibles. Cette victime-là était obligée d'avoir des accoutrements qui cachaient ses blessures. Il faut dire que ce sont les premières conséquences en ce qui concerne les violences conjugales. Mais il y a des conséquences encore plus graves qui sont des conséquences au niveau du psychisme des victimes. Parlant des causes au niveau du conjoint violent, il faut dire d'abord qu'il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque qui sont personnels au conjoint. Il y a parmi ces facteurs de risque une délinquance agressive à partir de 15 ans. Il y a la consommation d'alcool. Il y a surtout des antécédents de violences conjugales, c'est-à-dire dans son vécu au niveau de son enfance, s'il a été en contact avec un parent violent ou si lui-même, sa mère, a été une victime. Et en plus de ça, il faut dire qu'il y a une série d'événements qui peuvent encore justifier les violences conjugales, telles que la désobéissance de la femme, la suspicion d'infidélité,
la négligence des enfants du foyer. Il y a comme ça plusieurs séries d'événements qui peuvent être à la base des violences conjugales. Alors, je vais revenir au niveau de la Côte d'Ivoire pour dire qu'il y a un gros travail de sensibilisation sur le rôle que pourraient jouer des spécialistes tels que des psychologues, des psychiatres dans la prise en charge de ces victimes. Merci, Dr Seibi, pour votre analyse. Alors, Madame Monet, je voudrais savoir, pendant ce que vous viviez, est-ce que vous avez eu recours à des psychologues? Vous êtes allé vous réfugier dans des centres? Qu'est-ce que vous avez fait? Je n'ai pas eu à faire un psychologue, mais je me suis plutôt tournée vers l'ONG Femmes en Action, dont la présidente vraiment m'a beaucoup soutenue. Et elle continue de le faire dans la mesure du possible. Puis aussi mon pasteur, de temps en temps, qui m'envoie quelque chose. Certains amis aussi qui font ce qu'ils peuvent pour me soutenir. Est-ce que l'idée de rencontrer des psychologues qui pouvaient vous accompagner à vous reconstruire, à un moment donné, vous y avez pensé ou pas du tout? Bon, franchement, je n'ai pas pensé à ça parce que bon, j'étais un peu, je ne sais pas comment dire, j'étais traumatisée. Bon, je savais que ça existait, mais je n'ai pas eu l'idée, franchement. Je n'ai pas eu l'idée. Mais dans tout ça, et le papa, il est où aujourd'hui? Puisque maman qui vous soutenait n'est plus là, et lui, qu'est-ce qu'il dit quand même? Ce sont ses enfants. Est-ce qu'il s'en occupe? Malheureusement, il est décédé 2 mois après ma maman. Oh! Maman est décédée en décembre et lui, il est décédé en février. Yoko. Vraiment, Yoko. C'est-à-dire que vous n'aviez pas encore réglé ce problème-là, vous viviez encore dans ce traumatisme, vous perdez votre maman et lui également décède. Oui. Généralement, on dit qu'il n'est pas trop tard pour bien faire les choses, mais là, il est tard. Il n'a pas pu réparer. Non, après le décès de maman, il est venu me dire qu'il reconnaît qu'il s'est mal comporté. Il va s'occuper de nous. Mais est-ce que c'était la première fois qu'il le faisait? Non. Mais il avait commencé effectivement à le faire. Mais est-ce que vous avez réussi à pardonner votre mari avant qu'il ne meure? Je lui avais déjà pardonné parce que je suis chrétienne. C'est vrai que ça m'a choquée, ça m'a fait mal, mais j'ai laissé tomber. Pour les enfants, j'ai laissé tomber parce que quand je les vois, ça me donne la force de pouvoir survivre. Voilà. Ça fait que quand je suis malade à chaque fois, ils sont inquiets. J'ai mal pour eux parce que bon, je ne peux rien faire pour eux, ils sont encore petits. Et puis c'est eux qui se soucient de moi. Vous avez un état de santé qui, en fait, vous empêche de... Voilà. Quand je commence une activité, au moins 1 mois, 2 mois, je tombe malade. Je ne sais pas ce que je pourrais dire. Quand je parle à Madame Monet, je pense à toutes ces femmes qui vivent la même chose dans leur maison et qui se reconnaissent au travers de ce témoignage. On ne souhaiterait pas que le pire arrive. Le médecin a parlé de suicide. Madame Monet a également parlé de tentative de suicide. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Le suicide ne doit pas traverser l'esprit de ces femmes-là. Je me dis que lorsque vous vivez dans la violence conjugale, la première des choses à faire, c'est d'approcher des personnes de confiance, leur exposer la situation que vous vivez. Ensuite, pour ces femmes qui vivent, qui ont été vraiment battues, elles se rendent à l'hôpital pour faire un constat. Ensuite, elles peuvent appartenir à des associations de femmes, de prise de parole pour les aider à développer la confiance en elles, que de penser au suicide. Je pense que le suicide ne doit pas traverser leurs pensées. Le suicide ne peut en aucun cas être une solution. Nous avons rencontré des organes qui luttent contre les violences conjugales. Nous rencontrons M. Kofi Socrate et c'est maintenant. Alors, on parle de violence conjugale lorsque la violence est exercée par un conjoint sur l'autre, conjoint au sein du couple. Et cela s'inscrit dans un rapport de force inégalitaire, un rapport de dominant à dominé. En Côte d'Ivoire, les chiffres que nous disposons des services de statistiques du ministère de la Femme nous font cas que depuis janvier à avril 2020, nous avons enregistré 539 cas
de violences conjugales qui ont été rapportés, documentés et traités. Alors notre taux de rapportage et de prise en charge tourne autour de 60%. Je pense que ce taux sera en nette progression avec l'installation du call center, qui est la ligne d'assistance conseil pour les survivants de violences basées sur le genre, qui est le 1308. Et aussi, on a l'installation, nous poursuivons l'installation des plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre, qui sont des cadres de collaboration qui adressent la question de violences basées sur le genre. Le ministère de la Femme fait tout son effort pour protéger les femmes et les filles de Côte d'Ivoire. Bon, aussi les hommes, hein, mais nous parlons des femmes et des filles parce que c'est les plus vulnérables, c'est les plus touchés par le phénomène de violence conjugale. La lutte contre les violences basées sur le genre est portée par le gouvernement à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. À toutes les femmes de ce pays, je voudrais dire que l'État de Côte d'Ivoire travaille pour elles. L'État de Côte d'Ivoire se tient à leur côté. Nous vous demandons seulement de briser le silence, de ne pas avoir peur. Vous serez protégés. Vous serez protégés. Parce que garder le mal en silence, c'est mourir à petit feu. Briser le silence et ensemble, nous allons construire une Côte d'Ivoire nouvelle, belle, sans violence conjugale, pour que nos enfants soient heureux. Parce que la première conséquence, c'est la dislocation de la famille. La personne humaine est sacrée. Les droits de la personne humaine sont inviolables. Tout individu a droit au respect de la dignité humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Au travers de M. Kofi Socrate, nous souhaitons remercier toutes ces personnes qui sont actrices dans la lutte contre la violence conjugale. De retour sur ce plateau, je voudrais avec vous essayer de définir ce qu'est la violence conjugale, parce qu'on parle beaucoup de la violence physique, mais elle n'est pas que physique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? D'accord. La violence conjugale est une violence exercée par l'un des conjoints sur l'autre dans le couple. Et elle peut avoir plusieurs manifestations. Par exemple, la violence verbale. On a aussi la violence psychologique. On a la violence spirituelle. Il y a la violence économique. Tout à l'heure, la dame a parlé du fait que son mari ne lui donnait pas de l'argent. Il y a aussi la violence sexuelle. Donc il y a toute une panoplie de violences qu'on ne mentionne pas. On se dit, bon, on m'a giflé et tout ça. Mais dès qu'on a commencé à insulter, on a commencé à rabaisser par les mots, c'est déjà une forme de violence, n'est-ce pas? Ça. Donc quand on parle de lutte contre toutes les violences conjugales. Madame Monet, oui. Émotionnellement et psychologiquement, tout au long de ce parcours, on a vu, vous avez dit, vous avez pensé au suicide. Et dans la tête, comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez reconstruite? Franchement, actuellement, non. J'arrive pas à me remettre. C'est très, très difficile. J'arrive pas à me remettre. Je fais un effort, mais j'espère qu'avec le temps, ça va aller. Quels sont vos projets pour vos enfants? Vraiment, j'aimerais qu'on m'aide à les scolariser pour que demain, ils puissent se prendre en charge. Et pour vous-même, Madame Monet, est-ce que vous avez des rêves? Oui, je suis esthéticienne de formation. Voilà. Quand vous avez fait la formation de... Oui, quand j'ai fini, j'ai appris parce que j'aimais ça. Très bien. Donc, je suis allée faire de l'esthétique. Vous aimez l'esthétique? Oui, j'adore. Donc, j'avais voulu faire un petit salon. Là, au moins, ça ne me demande pas trop d'efforts. Voilà. Si j'avais eu les moyens, c'est ce que j'allais faire au moins pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants, même si ce n'est pas dans la totalité. Mais ce que... Ça va pouvoir au moins m'aider. Ça va se faire, madame. Voilà. Moi, je garde la foi, mais est-ce que vous avez la foi que ça va se faire? Oui, j'ai la foi. Voilà. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, il faut garder cette foi-là, se donner les moyens. Je sais qu'il y a quelqu'un qui vous suit, qui suit votre histoire. Je sais très bien que tous en Côte d'Ivoire, on n'est pas sans cœur. Il y a beaucoup de personnes qui ont un cœur, ils vont faire quelque chose, surtout parmi les voisins. Et vous avez brisé ce silence et je pense qu'en le brisant, vous vous ouvrez à de nouvelles opportunités. C'est-à-dire que c'est votre passé, ce n'est plus votre présent. Vous en parlez pour vous libérer et pour sensibiliser, n'est-ce pas? J'en parle justement pour ne pas que ça arrive à d'autres femmes. Parce que ce n'est pas facile
de se sentir humilié. C'est comme si tu n'as pas de valeur. Devant les gens, il va finir de te dire n'importe quoi, t'insulter, souvent même te frapper, te déshabiller. Et puis après, vous êtes deux, il vient te demander pardon. Mais même quand le pardon, tu acceptes le pardon, mais il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui est brisé. Cette émission a été pensée pour parler des cas des femmes et des hommes qui subissent des violences conjugales. L'idée pour nous n'est pas forcément de nous attarder sur le bourreau qui est visiblement pas forcément stable, mais on voudrait comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne qui bat et qui inflige cela à son épouse. Coach. Il y a plusieurs cas. Par exemple, il y a le cas des enfants déjà qui sont délinquants. Il y a aussi, déjà quand l'enfant est petit, il commence à prendre de l'alcool. Il y a des enfants aussi qui prennent la drogue et ils grandissent avec. Il y a des enfants qui ont vu leur papa frapper leur maman. Et donc, lorsqu'ils grandissent, ils reproduisent cela dans leur foyer. Et pour eux, c'est normal. Ce n'est pas ces personnes-là qu'on appelle peut-être pervers narcissique. Ah, pervers narcissique. Ah, pervers narcissique. Oui, effectivement, moi j'en ai beaucoup entendu parler. Oui, oui. Les pervers narcissiques, coach pourra me corriger, hein. Ce sont des personnes qui savent en fait séduire, montrer leur meilleur, se montrer sous le meilleur jour, créer un climat de confiance et progressivement créer un peu une dépendance de l'autre, du conjoint. Voilà. Et puis une fois que cela est établi, instauré. La confiance est établie. Voilà. Maintenant, le conjoint montre son vrai visage. Donc, il faut être vigilant. Déjà, ça part du choix du conjoint. C'est ça. C'est-à-dire que je pense que la plupart des femmes ne savaient pas qu'elles allaient se retrouver à la fin dans ce genre de relation abusive. Personne ne fait le choix de se retrouver dans une relation abusive. Ouais. Nous sommes là pour vous, nous sommes là pour les victimes. Nous comptons vous apporter des solutions. Vous êtes prête, coach? Oui, Lola. On y va.